Bonjour et bienvenue dans notre émission Regard de dirigeants. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de patrimoine avec Alexandre Mironesco, donc le fondateur de Iena Capital. Donc bonjour Alexandre. Bonjour. Donc vous avez fondé Iena Capital et avant ça vous étiez un banquier donc auprès des plus grands, BNP, Lazard, Lehman Brothers, et à titre privé vous investissez aussi dans les startups et vous avez contribué à quelques succès entrepreneuriaux. Donc il y a notamment De Vialet, donc la société française qui produit des enceintes haut-parleurs haut de gamme, et il y a aussi Citigo, donc ça c'est l'application pour le covoiturage courte distance. Exactement. Mais tout d'abord, pour en revenir à la gestion de patrimoine, donc la particularité de Iena Capital, donc vous fonctionnez comme un multifamily office, donc vous vous occupez de quelques familles qui ont accumulé un fort capital, et donc ce sont des profils de personnes qui, pour la plupart en tout cas, ont l'habitude de faire des investissements, de faire fructifier un patrimoine. Donc auprès de ces personnes, quelle est la valeur ajoutée d'un CGP ? Alors la valeur ajoutée, on peut la décliner sur 5 ou 6 points clés. Le premier de ces points clés, c'est qu'il faut faire du sur-mesure. Alors j'ai la chance d'avoir des partenaires de premier plan, qui sont la Banque Mirabeau, qui sont par exemple Lafite, Lazare, mon ancien employeur, Tikeo et des gens comme ça. Tous sont extrêmement spécialisés, et moi aussi, sur du sur-mesure. Donc nous travaillons toujours, chaque cas est particulier, chaque client est différent. Et ça, les grandes usines, les banques de plus de réseaux ont beaucoup de mal à faire parce que ce n'est pas leur modèle économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de toujours sécuriser les actifs de nos clients. C'est-à-dire qu'on préfère nettement le Luxembourg. Pourquoi le Luxembourg ? Parce que le Luxembourg, c'est le cœur de la zone euro. Et les assurances vie luxembourgeoises permettent non seulement une sécurisation des fonds, mais aussi une gamme d'investissement beaucoup plus vaste. Et ça, c'est le troisième point, élargir la gamme d'investissement pour nos clients dans des actifs plus intéressants, car plus vastes, et aussi plus diversifiants. Ça, c'est très important. Le quatrième point, c'est d'avoir des équipes, nous-mêmes, chez mes partenaires et moi, qui sont stables dans le temps, proches des clients, très accessibles. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à faire dans des grandes maisons. Enfin, le dernier point, c'est une structure de coût à la fois plus light, si j'ose dire, plus simple et très transparente. Mais le dernier de tous les points clés, c'est le plus important de tout, c'est qui englobe le tout, c'est la valeur ajoutée. Si mes partenaires et moi détectons que nous n'avons pas une valeur ajoutée particulière par rapport à telle situation, de tel prospect, tel client, etc. potentiel, nous lui disons on ne change rien, on reste comme ça. Il ne faut surtout pas bouger si on est content avec ce qu'on a. Dans la plupart des cas, c'est l'inverse. Donc, c'est pas. Voilà. Et s'agissant d'investissement, donc vous évoquez le fait d'investir dans des thèmes d'avenir. Donc, à l'horizon 2025, quels sont ces thèmes dans lesquels vous investissez en tout cas ? Alors, on n'investit pas directement nous-mêmes dans les thèmes d'avenir, mais nous avons la chance, depuis maintenant un an et demi environ, d'avoir des fonds spécialisés qui se sont créés via des plateformes. Ça n'existait pas avant et qui donnent accès à des fonds de très grande taille, de très haute qualité, qui n'étaient avant accessibles qu'à des familles très aisées, voire milliardaires, ou à des institutionnels, bien sûr, à des fonds souverains, et qui aujourd'hui sont disponibles pour des familles tout simplement aisées via des investissements d'un montant de 100 000 euros. Donc ça, c'est évidemment très nouveau. Mais la qualité des fonds sous-jacents est extraordinaire, d'autant plus que justement, ce sont des fonds qui s'intéressent aux États-Unis, en Europe et aussi un peu en Asie, à des thèmes et des secteurs porteurs. Parmi ceux-là, on peut citer évidemment la santé, la technologie, la cybersécurité. Il y a toute une série de thèmes comme ça. Et s'agissant des fonds que vous venez d'évoquer, donc il me semble que c'est un peu tout ce qui est relatif au private equity. C'est ça. Et c'est vrai qu'il se démocratise en ce moment et c'est une bonne chose parce que c'est ce qui permet, en tout cas pour l'instant, les plus hauts rendements. Donc ça dépasse le CAC 40, l'immobilier. Mais donc, quels sont les rendements qu'on peut espérer en fait pour l'instant ?
Alors, les rendements qu'on peut espérer, je vais en parler, mais je vais d'abord vous dire pourquoi ils sont si élevés. Et après, je vais les dire de combien ils sont. Ils sont élevés pour plusieurs raisons. La première, c'est que la qualité de ces fonds qui sont sélectionnés par les plateformes dont je parlais, mes partenaires, la qualité de ces fonds est extraordinaire. C'est des sociétés très grandes, c'est des fonds souvent anglo-saxons, mais aussi français ou européens, qui investissent dans des segments de l'activité économique très, très pointus, qu'ils connaissent par cœur depuis très longtemps, des cibles qu'ils suivent dans la durée. Leurs équipes sont assez importantes parce que comme ils sont très gros, ils peuvent avoir des équipes importantes qui suivent ces actifs. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire, ils connaissent la valeur ajoutée qu'eux-mêmes vont pouvoir apporter à ces actifs et aussi à qui ils vont les céder plus tard pour restituer l'argent aux investisseurs. Et donc c'est l'ensemble de tout ça qui est remarquable et qui permet à ces fonds d'avoir des taux de retour sur investissement sur long terme, en fait depuis qu'ils existent, qui sont extrêmement élevés. Alors extrêmement élevés, dans ce que moi je peux proposer à mes clients, il y a des fonds pour les moins risqués qui sont en dette privée qui sont autour de 12-13%, et pour les plus agressifs, on va dire, en termes de risque, parce qu'ils sont investis dans l'equity, eh bien c'est plutôt 19-20%, ce qui est quand même assez élevé. Et ça, c'est des taux de retour annuels composés, net de tout. D'accord. Et quelle est la part de risque, justement Alors, il y a toujours une part de risque dans tout. Même un fonds monétaire, on a un peu, on ne s'en rend pas compte. Mais il y a d'autres actifs qu'on dit non risqués, par exemple les fonds euros, qui malheureusement contiennent beaucoup de risques parce qu'ils contiennent beaucoup d'obligations d'État. Mais revenons à ces fonds-là. Oui. Ils ont évidemment du risque. Ils gèrent ce risque. Ils le gèrent extrêmement bien. D'abord parce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Ils sont toujours dans des sous-segments. Ça peut être du co-investissement, ça peut être des stratégies secondaires où ils rachètent des portefeuilles. Ça peut être de la dette privée sur des crédits très, très pointus, de grosse taille, mais très, très pointus et très sécurisés. Plein de choses comme ça. Ça peut être aussi de ce qu'on appelle le growth equity, c'est-à-dire on investit dans des sociétés qui marchent extrêmement bien, qui sont accélération en croissance très forte, mais ces fonds-là les aident à croître encore plus cette accélération et aussi à se restructurer et revendre par la suite. Et donc c'est toutes ces zones de valeur ajoutée qui permettent ça. Mais évidemment, il y a toujours du risque. La façon de gérer le risque, c'est de savoir ce qu'on fait et d'avoir des équipes extrêmement pointues et pertinentes. Et en parlant de risque, tirer parti des crises, c'est un peu le fantasme de chaque investisseur. Et bien qu'on sait très bien qu'il n'y ait pas de formule magique, vers quel actif est-ce qu'il convient de se tourner dans ces cas-ci ? Alors effectivement, on parle souvent de situations dans lesquelles les marchés se retournent. Les marchés, souvent, ils augmentent doucement sur le long terme, et de temps en temps, ils ont une crise de panique déclenchée par des catalystes externes. Mais la panique est très contagieuse. Et à ce moment-là, les actifs baissent énormément, de 20, 30, 40%, 45 même, parfois, on a vu récemment. Et à ce moment-là, il faut acheter. Il ne faut surtout pas vendre, il ne faut surtout pas paniquer. Même des gros institutionnels sophistiqués paniquent, vendent beaucoup d'actifs, ce qui évidemment accroît le problème. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut avoir une volonté de liquidité, un peu comme Warren Buffett le fait dans son fonds Berkshire Hathaway, qui en a à peu près 20% de liquidité par rapport à sa taille boursière, ce qui est très élevé, et profiter de cette crise, la voir comme une opportunité d'achat. Quels sont les actifs pour répondre à la question exactement ? Il faut aller choisir des actifs de très haute qualité, c'est-à-dire des entreprises de grande taille, avec des marchés très maîtrisés, qui savent exactement ce qu'elles font depuis longtemps, très stables, et qui distribuent si possible des grands dividendes. Parce que lorsqu'il y a une crise boursière, et les valeurs boursières baissent, lorsque vous achetez une entreprise qui va très bien et continuera à distribuer des dividendes, votre rendement du dividende devient très intéressant, très attractif. Et que pensez-vous du surendettement simultané qu'on observe auprès des États, des entreprises et des particuliers ? Quel impact pensez-vous que ça puisse avoir à moyen long terme ? Effectivement, c'est une situation inédite et qui fait peser une sorte d'épée de Damoclès sur les finances de certains États. C'est assez palpable de nos jours. Malheureusement, on a créé trop de monnaie depuis le début du siècle.
depuis ce qu'on appelle la dot-com bubble, en 99-2000, et son explosion. On a créé trop de monnaie aux États-Unis via le quantitative easing, qui a donné la crise des subprimes. C'est ça la véritable cause initiale de la crise des subprimes. On a distribué trop de crédit. Quand on distribue du crédit, on crée de la monnaie. Et on en a créé beaucoup trop. Alors ensuite, ça a été repris suite à la crise de 2007-2008, qui était un peu le dégonflement de cela, mais qui a généré encore plus de panique dans les gouvernements et les banques centrales. Et ils ont imprimé encore plus de monnaie, ce qu'on appelle le quantitative easing, pour essayer qu'il n'y ait pas trop de récession. Mais en faisant cela, ils ont érodé le pouvoir de la monnaie. Parce qu'à chaque fois qu'on imprime plus de monnaie qu'il n'y a de biens et services, on finit par éroder la monnaie. Et donc, optiquement, on pense que ça crée une hausse des prix. En fait, ce n'est pas tellement les prix qui montent, c'est surtout la valeur de la monnaie, le pouvoir d'achat de la monnaie qui baisse. Alors, évidemment, comment se prémunir de ces risques-là? Il faut investir dans des actifs qui sont protégés de l'inflation. Évidemment, les actions sont les premiers. Et donc, il faut garder des positions actions. Si on investit dans le très long terme, à très court terme, ça sert à rien parce qu'on prend trop de risques. Mais à long terme, le risque est assez faible sur les actions, en fait. Ça, les gens ont du mal à voir ça. Le risque des actions est énorme lorsqu'on investit à court terme, mais il est lissé à très long terme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est l'immobilier. L'immobilier, mais pas tant comme un investissement quand on achète un appartement pour le louer, mais surtout certains domaines de l'immobilier, notamment le redéveloppement immobilier qui est très intéressant. Avec mes clients et même moi, nous avons investi dans quelques fonds de cette nature. C'est vraiment très, très intéressant comme approche et assez différenciant. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter une autre fois. Et en guise éventuellement de dernière question, où se situe par exemple l'investissement dans les cryptos dans ce contexte inflationniste? Est-ce que c'est une bonne option? Absolument. Alors, les cryptos en général, je connais moins bien, mais je connais bien un peu le Bitcoin. Pour avoir un peu... j'ai un peu investi moi-même là-dedans. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Le Bitcoin a été inventé comme une sorte de réserve de valeur. Et en fait, c'est la définition de la monnaie. La monnaie, c'est une réserve de valeur. Et normalement, on a travaillé en stock du travail via de l'argent, ce qu'on appelle l'argent, la monnaie, pour l'échanger contre le travail de quelqu'un d'autre plus tard. Il est donc crucial que la valeur de ce travail qui a été stocké ne soit pas érodée dans le temps. Le Bitcoin a été conçu de telle sorte que personne ne peut en imprimer plus. Il a une valeur globale qui est de 21 millions, ça ne peut pas être plus, et par conséquent, et en plus il est non manipulable, ni par des banques centrales, ni par des États, ni par personne en fait. Il est distribué et totalement incontrôlable. Il dépend d'une formule qui a été fixée au début. Donc si un jour il commence à être perçu comme une véritable réserve de valeur à long terme, eh bien sa valeur exprimée dans les monnaies qui, elles, s'érodent de façon visible, qui sont le dollar, l'euro, parce qu'on en a trop créé, eh bien, sa valeur risque de monter dans ce cas-là. Et donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais moi-même, j'ai investi un peu, mais aucun de mes clients, je leur conseille ça, parce que c'est quand même assez risqué. Et puis ça reste un peu technique quand même. Donc, voilà. Moi, j'ai utilisé une firme qui s'appelle Tobam, qui a un fonds AMF français qui est très simple d'utilisation. Donc, on n'a pas besoin de technicalité, de la clé d'accès, etc. On achète simplement une SICAV qui est exprimée en Bitcoin. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir apporté toutes vos lumières sur la gestion de patrimoine, mais bien d'autres thèmes aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt. Merci.